Bon vendredi tout le monde, c'est votre topo des marchés en ce vendredi 27 mai 2022. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Éric Fournier, directeur département grains et commodités chez Bernard Breton. Cette semaine, dans la petite capsule, je voulais regarder avec vous un peu ce qui se passe au niveau plus international, là, au niveau du blé, du maïs, tout ça, parce que hier avec le rapport des exportations, les exportations américaines, là, le rapport hebdomadaire, ça c'était pas très très joli. Puis on a juste trouvé un peu d'explication à tout ça, parce qu'au niveau du maïs, du blé, c'était ce qu'ils appellent des marketing year low, c'est-à-dire des bas de l'année là, en termes de vente hebdomadaire. C'était vraiment pas des chiffres très très stimulants. Au niveau du soya, quand même, c'était correct, là, sans plus. Fait qu'on va regarder ça avec vous. Je voulais aller voir dans un premier temps ici au niveau du maïs. Quand on parle d'exportation, bien évidemment, il faut se comparer avec avec qui on compétitionne. Vous avez ici les principaux exportateurs de maïs. Vous voyez que la petite ligne verte sur le graphique, c'est les prix du maïs américain. C'était des prix au début du mois de mai, là, parce qu'évidemment, ça a sorti la même journée que le bilan. Là, si je ne me trompe pas, c'était le 12 de mai dernier. Vous voyez que le maïs américain au niveau international est celui qui se vend le plus cher actuellement. La principale raison, c'est oui, le prix du maïs à la base est peut-être un peu plus élevé, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le taux de change, hein, le dollar américain. Ici, si on vient voir l'index du dollar américain, vous voyez, ici, c'est un graphique des 5 dernières années. L'index du dollar américain a touché presque 105 là, en termes d'indice. Pour ceux qui sont moins à l'aise avec ça, l'index du dollar américain, ben, c'est un panier de devises. Les principales devises autour de la planète, là, le yen, l'euro, il y a le franc suisse là-dedans, etc. Donc 6 ou 7 devises, là, si je ne m'abuse, qui font une moyenne et qui donnent un indice là, du dollar américain. Vous voyez qu'il était à des sommets. Donc, quand le dollar américain vaut cher, ça veut dire que ça coûte cher à importer des produits américains, donc c'est sûr que ça n'a pas aidé pour le prix des grains. Si on revient ici à notre petit graphique du prix du maïs, donc il y a une partie d'explication du prix qui est élevé pour le maïs américain qui vient possiblement en partie du taux de change. Vous voyez, le prix le plus agressif, c'est l'Argentine à 308 la tonne, comparativement au maïs américain qui est à 355. Donc, puis le maïs brésilien à 331 la tonne. Donc, le maïs américain est complètement sorti du marché. Fait qu'on avait eu des bonnes ventes là, en début de campagne, là, mais qui commencent à s'essouffler en raison des prix très élevés, même si on parle de l'Ukraine qui va avoir des baisses d'exportation, évidemment, à cause de la guerre qui se produit là, mais on sent pas la demande. La demande n'est pas encore. Le prix est encore trop élevé pour la demande qu'on a présentement. Si je vais voir après ça au niveau de la production mondiale dans le maïs, ça sera pas tellement long, on va changer de page. Ici, vous voyez ici les principaux pays producteurs, puis en gras en bas, là, vous avez la dernière ligne en bas, évidemment, c'est la production mondiale, mais juste avant l'avant-dernière ligne, c'est la production américaine. Si on regarde d'un niveau global, ben, on avait 1,2 million de 1,2 million de tonnes, oui, excusez, de maïs produit en 2021-22. Ce qui est prévu pour l'an prochain, c'est une baisse à 1,1. Cette baisse-là, elle est due évidemment principalement, je dirais, en raison de la baisse de production prévue en Ukraine. Si vous regardez les chiffres ukrainiens, on avait 40... attendez un peu, je suis pas sur la bonne ligne. Ici, en Ukraine, on avait 42 millions de tonnes l'an dernier, qui serait seulement à 19,5. Donc la baisse, évidemment, vient de la production ukrainienne. En termes d'exportation, si on va à la page précédente, où le rapport nous amène un chiffre d'exportation. Les exportations, encore une fois, c'est les chiffres de l'Ukraine que je regarde dans ce rapport-là. Vous voyez, l'an dernier, on aurait exporté 23 millions de tonnes, c'est-à-dire cette année, la campagne 2021-22. Pour la campagne qui s'en vient, ça veut dire pour la prochaine récolte, on parlait de seulement 9 millions de tonnes exportées pour l'Ukraine, donc une baisse très très forte qui, somme toute, pourrait être compensée en bonne partie par les exportations brésiliennes. On parle de 34 millions dans la campagne actuelle, 46,5 l'an prochain. Donc, ce qui fait qu'au final,
on aurait une baisse, vous regardez dans le monde, là, pour l'an dernier, on était à 190,5 millions de tonnes, qui se transformerait en 183,2 millions pour cette année. Maintenant, du côté du blé, on va aller voir exactement les mêmes chiffres, parce que là, on parle encore de l'Ukraine, de la production américaine, les prix qui sont élevés. On va aller voir ce que ça donne en termes de prix. Ici, c'est encore plus évident. Vous voyez ici les principaux exportateurs de blé. Le tableau nous indique les prix. Donc, l'endroit où les prix du blé seraient les moins chers présentement, c'est en Russie. On comprend peut-être un peu pourquoi avec tous les... On peut appeler ça des embargos, là, des marchés internationaux envers la Russie. Donc, ils sont pognés un peu avec leur stock. Hein. L'autre semaine, ils ont levé la main en disant, écoutez, on a du blé à vendre, y a-t-il quelqu'un qui veut en acheter? Tout le monde, présentement, se tient le plus loin possible de la Russie. On ne veut pas faire de commerce avec la Russie. Évidemment, il y a toujours des pays qui vont réussir à outrepasser ces embargos-là et continuer à faire du commerce, là, mais quand même, c'est ce qui pourrait expliquer la baisse, le prix si agressif là, en termes de blé. Mais vous regardez le blé américain, même au Canada, hein, le blé canadien présentement est moins cher que le blé américain pour le marché d'exportation. Le blé américain à 513$ la tonne. Et ici, c'est évidemment, c'est des dollars américains. Et au Canada, on aurait un 492. Donc, on est moins dispendieux ici au Canada qu'aux États-Unis. Donc, pourquoi les ventes de blé américain, dans le rapport cette semaine, c'était des cancellations nettes? C'est que le prix est vraiment trop élevé. Puis, on a d'autres fournisseurs qui en ont encore à vendre. Donc, on n'a pas misère à s'approvisionner ailleurs présentement. Je pense que la problématique en termes de blé ou de maïs, en ce qui concerne l'Ukraine, c'est pas tellement cette année, parce que les exportations, on l'avait déjà vu dans une capsule cet hiver, c'est que les exportations ukrainiennes de blé, ça passe à la récolte. Donc ça s'est passé, le gros du volume s'est exporté au moment de la récolte, c'est-à-dire à l'automne de l'an dernier, à l'automne 2021. Le maïs, par contre, c'est durant l'hiver. Donc, ça peut peut-être causer un peu plus de problèmes. Je lisais un article ce matin, le G7 veulent essayer de trouver une solution pour faire bouger le grain de l'Ukraine, hein, et être capable de sortir ce grain-là avant la prochaine récolte. Autrement dit, vider les silos pour avoir de la place pour l'entreposer. Il y a certains autres rumeurs aussi qui disent que les Russes ont commencé à bouger le blé ukrainien. Ils le vendent à d'autres pays. C'est peut-être juste des rumeurs, mais quand même. Tout ça pour dire que l'Ukraine, oui, c'est une problématique, mais si on n'est pas capable de sortir la prochaine récolte, c'est plus la récolte qui s'en vient. Si on n'est pas capable de la bouger à cause de la guerre, c'est là qu'on va avoir peut-être des problèmes d'approvisionnement dans d'autres marchés. Mais ce qu'il y a à retenir là-dedans, que ce soit le blé ou le maïs américain, présentement, sont excessivement élevés. C'est les prix les plus élevés versus leurs compétiteurs. Donc, pourquoi on a des chiffres d'exportation aussi mauvais depuis quelques semaines? Ben, je pense que l'explication se retrouve ici. Si on va voir un peu plus loin en termes de production pour le blé, on va aller voir dans le même rapport. Ici, c'est un rapport de l'USDA, je pense que je l'avais dit, là, juste pour mentionner. Ici, vous voyez les principaux pays producteurs de blé. Production mondiale, mais vous voyez, en 2021-2022, on était à 779 millions de tonnes. Ça passerait à 775, donc environ, grosso modo, 4 millions de tonnes de moins produits dans le monde pour l'année qui vient. La production ukrainienne, ici, elle serait impactée aussi. On passerait de 33 millions de tonnes, qui était une production excessivement élevée. Hein, quand on regarde les années précédentes, on parlait de quelque chose entre 29 et 25 millions de tonnes. L'an dernier, 33 millions. Donc, il y a déjà beaucoup plus de stock de disponible en Ukraine. Donc, il peut quand même, si on finit par le bouger, ce stock-là qui pourrait compenser une partie des pertes là, qui pourraient venir pour l'année à venir. Et cette année, on prévoit 21,5. Donc, c'est environ une baisse de 33% là, de la production de blé qui est prévue. Maintenant, on va voir aussi au niveau des exportations de blé dans le monde. 36. Voilà. Au niveau si on regarde encore les chiffres de l'Ukraine, hein, les exportations de l'Ukraine dans le blé, on parle de 19 millions de tonnes qui tomberaient à 10 millions. Donc, c'est une réduction de la moitié. Par contre, au niveau mondial, on parle d'exportation à 201,5 millions pour 2021-2022, qui serait à 205 l'an prochain, donc plus d'exportation de blé l'an prochain que cette année, même avec le recul de 9 millions de tonnes de l'Ukraine. Cette augmentation-là, l'Union européenne passerait de 31 à 36. Le Canada, on passe de 15,5 à 24. Donc, il y a d'autres pays qui sont capables de prendre le relais actuellement.
On a des chiffres de la Russie, mais là, la problématique, c'est de trouver des acheteurs, mais on passera de 33 à 39 millions. Je trouve le chiffre un peu... oups, je ne mets même pas la bonne place. Excusez-moi, on est dans farine présentement. Bon, désolé, on va aller voir vraiment la production mondiale, parce que je trouvais que les chiffres ne se tenaient pas beaucoup. Ouf, désolé, là, on est vraiment dans production. Si on revient à l'Ukraine, ici, la production, on parle d'une production cette année de 33 millions, qui était à 21,5. Ben, finalement, c'est des chiffres assez semblables. Vous allez dire, il est mêlé, mais c'est vendredi après-midi quand même. Excusez pour les petites, les petites erreurs ici. L'Ukraine, ouais, 33 millions de tonnes produites l'an dernier, 21,5, donc on parle du tiers. Puis si on va voir ici en termes d'exportation, les exports de blé, je les cherche, oui, production. J'étais correct finalement avec mes chiffres, j'étais au bon endroit. Donc, ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est qu'il y a des pays qui prennent le relais présentement de ce que. Et puis le Canada avait connu une forte réduction de sa production. Donc, si on retrouve une production normale, je l'avais déjà mentionné, ça pourrait compenser une bonne partie de ce qui se passe en Ukraine. Toujours dans les rapports de l'USDA, maintenant au niveau du soya, si vous regardez les prix du soya américain pour le marché d'exportation, on parle de 671 $ la tonne. En Argentine, 652, Brésil, 667. Donc ici, le marché américain est beaucoup plus compétitif que dans le blé ou dans le maïs. Donc on le voit aussi par les chiffres d'exportation qui présentement sont très bons, sont en haut de l'année passée là, en termes d'exportation. Donc les Américains sont plus compétitifs. Puis pour les consommateurs de tourteaux de soya, on va regarder les prix ici. Sur le marché américain, on est à 559 $ la tonne. L'Argentine, 516. Le Brésil, 524. Donc, ici, on s'approvisionne au Canada et aux États-Unis en tourteaux. Donc, on comprend un peu pourquoi les prix sont peut-être plus élevés que par le passé. Le marché américain demeure le marché le plus élevé dans ce cas-ci, contrairement à la bine. Maintenant, si on va voir la production au niveau de la production mondiale de soya, on se transporte dans un autre tableau. Je suis toujours dans le même rapport. C'est seulement de la pagination qui change. Au niveau de la production, vous voyez qu'on aurait une forte augmentation de production qui est prévue pour 2023. Le chiffre magique provient de la plus grosse augmentation. Je parle de, je sais pas vraiment un chiffre magique, mais la plus grosse augmentation, je devrais dire ça comme ça, provient d'Amérique du Sud. Hein. Le Brésil passera de 125 à 149 millions de tonnes. L'Argentine 42,51 et le Paraguay passera de 4 millions à 10 millions de tonnes. Donc, ce qui nous ramène une production de 349 à 394. Donc, c'est tout près de 50 millions, mettons 45 millions, disons 45 millions de tonnes de plus de disponibles, si tous ces chiffres-là se concrétisent, parce que vous avez compris que ça reste des prévisions très, très préliminaires, puis pour l'avoir déjà mentionné, les chiffres d'Amérique du Sud l'an dernier, on avait commencé à 145 millions, on a terminé à 125. Donc là, on start à 149. Est-ce qu'on va finir à 148 ou on va terminer à 110? On verra, mais les chiffres présentement sont très, très positifs. Maintenant, ça va voir le marché d'exportation du soya. Ici, c'est la production, excusez, c'est pas l'exportation, c'est la production de tourteaux de soya. Là aussi, il y a une augmentation. Hein, la production mondiale passerait de 246 à 256. Ce qui fait en sorte que les ending stocks dans ça, si on descend ici dans le bas du tableau, les stocks de fin dans le tourteau, légère augmentation, on passerait de 13,2 millions de tonnes à 13,9. Donc, au niveau des stocks de tourteaux de soya, donc il n'y a pas une problématique là pour faire monter les prix nécessairement, car il va y avoir beaucoup de production et les stocks seront disponibles. Maintenant, si on revient au marché à terme, le maïs, cette semaine, légère baisse, hein, il y a eu du mouvement. On a commencé la semaine en baisse, mais on a terminé, je pourrais dire, quasi en lien. Vous voyez la hausse d'aujourd'hui, 12 cents. Hier aussi une augmentation, on a terminé dans le vert, ce qui fait que les baisses du début de la semaine ont été pratiquement annulées par la hausse des 2 derniers jours. Hein. C'est un peu les scénarios qui se répètent. Vous voyez, si on regarde le graphique, on est plutôt sur un marché de côté. Par contre, il commence à sembler y avoir avec une légère tendance à la baisse, et je pèse mes mots, quand on voit les sommets un petit peu plus bas et les creux un petit peu plus bas, donc peut-être une tendance à la baisse là, qui commence à se dessiner sur le marché du maïs. Point de vue technique, on a parlé de marché de côté, vous voyez, les indicateurs sont plutôt au neutre actuellement, donc
Je pense qu'on est en attente de nouvelles fraîches là, pour relancer le marché ou reculer, là, peu importe. Là, les nouvelles vont sortir dans quel sens. Là. Présentement, le marché, les semis-américains ont rattrapé une bonne partie du retard, donc avec les chiffres qui vont être publiés mardi, parce qu'en passant, les marchés vont être fermés lundi, Memorial Day. Donc, les rapports de l'USDA, il n'y en aura pas lundi, puis ça va être mardi, ils sont tous décalés d'une journée. Donc, mardi, dans le rapport de mardi, l'avancement, on pourrait possiblement avoir rattrapé le retard. Donc, ça, c'est une nouvelle négative pour le marché à terme. Maintenant, si on vient voir du côté du soya, là aussi, on termine la semaine en hausse. Puis vous voyez ici le graphique, on vient de faire un nouveau sommet aujourd'hui, 17,32. Ça, c'est le contrat du mois de juillet. Donc, il y a un momentum beaucoup plus positif du côté du soya. Malgré tous les chiffres, ce qui est curieux un peu, c'est les chiffres que je viens de vous présenter. On attend une récolte monstre en Amérique du Sud pour la prochaine année. Il reste qu'elle n'est pas mis en terre encore, donc le marché doit travailler avec les informations qu'on a, avec la dernière récolte, avec le marché américain qui est serré, etc. Donc, ce qui fait en sorte que les prix continuent de se maintenir assez élevés. D'un point de vue technique, ben ici on est plus un peu en mode achat, quoique certains indicateurs au neutre, mais on a plus d'indicateurs qui nous donnent un mode achat que vente, et c'est ce qui nous indique aussi la tendance qu'on voit un petit peu à la hausse en faisant des nouveaux sommets dans le soya. Tourteau de soya, par contre, vous voyez le graphique où on a eu un gros creux là-bas. On a eu une forte baisse au cours du mois de mai en termes de prix pour le tourteau de soya. Par contre, il y a une relance de ces prix-là. On est descendu tout près de 410. Ici même, on est descendu en bas de la barre des 400 pour présentement remonter vers le 432. C'est sûr qu'avec un soya qui monte, ben, on a une poussée du prix du tourteau et surtout le prix de l'huile qui a repris du galon, donc qui a reculé, qui fait en sorte que le prix du tourteau est reparti à la hausse. Au niveau des indicateurs techniques, ben ici c'est un peu comme la BIN en fait. Là. On est en mode achat, pas fort achat, mais achat, on voit que les indicateurs sont un peu plus partagés que dans la BIN, mais la tendance court terme est vraiment à la hausse présentement dans le tourteau de soya. Le blé, on a comme le graphique l'indique bien, il y a eu des hauts, des bas, on a redescendu dernièrement, puis là on semble vouloir repartir un peu vers le haut, mais vous voyez que pour la semaine, on a connu une baisse de 1% sur la valeur du contrat de juillet là, dans le marché à terme. Ici, on va aller voir les indicateurs techniques. Encore une fois, ici, c'est en mode achat. Ça ressemble un peu aux indicateurs dans le tourteau. C'est en mode achat, mais quand même, il y a certains indicateurs qui commencent à être en mode vente. Donc, c'est des achats modérés. Donc, pas une forte tendance à la hausse, c'est ce que ça nous dit présentement. Dans le port, on avait connu des semaines plutôt difficiles, hein, avec un prix du port des contrats d'été qui avait redescendu. Vous voyez, qui avait repassé sous la barre du 1$ la livre. Maintenant, on a rebondi. Vous voyez, on termine la semaine en hausse de 1%. On est revenu dans les eaux de 1,10. Qu'est-ce qui empêche les contrats de monter plus haut? Bien évidemment, le prix au comptant. Surtout là, on est sur le contrat de juin. La valeur du prix au comptant tourne autour de 1,5 présentement. L'échéance du contrat de juin est en un peu plus de 2 semaines, donc vient assez rapidement. Donc, je pense qu'il est en attente de voir la hausse de prix sur le prix au comptant si elle va se poursuivre. Avec une découpe qui se situe à 1,8, 1,9, c'est sûr que le prix au comptant pourrait ralentir. Il a connu une bonne hausse là, dans la dernière semaine, mais si la découpe ne décolle pas, disons ça comme ça, ne décolle pas, ben c'est sûr que le prix au comptant va peut-être avoir un peu de difficulté, ou que les abattoirs anticipent réellement une forte demande dans les prochaines semaines et sont prêts à opérer dans le rouge, comme on dit, pour aller récupérer ça en ayant des prix plus élevés qu'actuellement. Donc, ils sont prêts à payer présentement peut-être un peu plus cher que ce qu'ils devraient, en se disant que dans les prochaines semaines, ça va être encore plus cher, donc on est mieux de payer tout de suite pour le vendre le stock plus cher. Donc, ça veut dire que même si la découpe va nulle part, le pro comptant a réussi quand même à sortir de son marasme là, des dernières semaines, on ne bougeait pas, donc c'était une nouvelle plutôt positive, je considère positive pour le marché du porc. Au niveau technique, on va voir les mêmes indicateurs, hein. On est en mode achat, mais quand même, c'est pas nécessairement un signal très clair d'achat présentement dans le porc. Comme je vous dis, on est dans l'attente
de voir si la découpe va finir par repartir vers le haut. Si la découpe voulait monter finalement rapidement, ben c'est sûr que le contrat à terme suivrait la même tendance et possiblement le prix au comptant qui continuerait sur sa lancée. Devise, dollar canadien, mais tantôt je vous ai présenté rapidement le dollar, l'index du dollar américain. Vous avez vu que si on y retourne là, rapidement, ici, le dollar américain, vous voyez la baisse dans dans la dernière semaine, en fait, on est passé d'un sommet de plusieurs années à un recul. Là. On est encore à un niveau très élevé en termes de valeur pour le dollar américain, mais quand même a connu un recul dans la dernière semaine, ce qui a permis ici au dollar canadien, vous voyez, le dollar canadien a remonté après avoir passé sous la barre des 77 sous il y a de cela quelques semaines. On est de retour en haut des 78 sous. On termine la semaine à 78 et 50. Donc, c'est une hausse de 1% au cours de la dernière semaine pour le dollar canadien. Et si on va voir sur le plan technique ici, vous voyez, les indicateurs sont plutôt partagés. On est plutôt en mode neutre présentement. Donc, le dollar canadien a connu une hausse, mais si on se fie aux indicateurs techniques, on pourrait commencer peut-être à plafonner. Peut-être soit partir de côté ou repartir vers le bas, mais je pense que c'est la valeur du dollar américain qui va faire foi de tout dans ça. Donc, ça compléterait pour cette semaine. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire au efournier@bernardbreton.com ou vous pouvez m'appeler au 418-475-6641, poste 147. C'est toujours un plaisir de faire ces petites capsules et j'espère que c'est la même chose pour vous de les écouter. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine. On se reparle possiblement la semaine prochaine. Merci, bonjour.